Plusieurs quartiers de Bamako sont dans le noir prolongé depuis l'incendie au niveau d'un poste énergétique stratégique de Manantali. La situation perturbe le quotidien des ménages et relance les inquiétudes sur la stabilité de la fourniture énergétique. En période de Ramadan, jongler entre exigences professionnelles et charges familiales relève souvent d'un véritable défi. Pour les femmes évoluant dans les médias, la rigueur, l'endurance et une organisation sans faille deviennent essentielles pour tenir le cap. Et la chronique sport du vendredi, c'est avec Mohamed Kenouvi en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Depuis l'incendie d'un poste stratégique de l'énergie à Manantali dans la nuit du 23 février, plusieurs quartiers de Bamako vivent des coupures prolongées. Activité déjà freinée, la situation accentue les difficultés du quotidien. Abdulaziz Aïdara. Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit du lundi 23 février aux environs de 3 heures du matin sur un poste stratégique de l'énergie du Mali à Manantali. Depuis cet incident, l'approvisionnement en électricité connaît de sérieuses perturbations dans plusieurs quartiers de Bamako, notamment ceux alimentés par cette ligne. Dans certaines localités, des habitants affirment passer plus de 24 heures sans électricité, quand d'autres ne bénéficient que 2 à 3 heures de courant par jour. Une situation qui impacte lourdement les activités économiques et sociales, en particulier pour les professionnels dont le travail dépend directement de l'énergie électrique. Parce que hali ni courant nana a tɛ tɛmɛ 1 heure 2 heures a janyalen 3 heures a bɛ tigɛ bon n'a taara o la souvent i bɛ 24 heures kɛ ka sɔrɔ courant yɛrɛ mana i y'a ye bon depuis fɛn yɛrɛ kɛra fɛn yɛrɛ jenina a kɛra dimanche ka dugu jɛ lundi de la bon depuis lundi baara bɔra la ka na mardi mercredi jeudi ka na fɔ bi anw yɛrɛ ka atelier la anw ma heure 1 courant sɔrɔ tile fɛ fɔlɔ. Les ateliers de fabrication métallique à l'arrêt peinent à honorer leurs commandes. Les couturiers, eux aussi, accusent des retards dans la livraison des vêtements, avec la crainte de voir leurs machines endommagées par des coupures répétées et des variations de tension. Parce que nous avons fait la fini minelle à gare bala na fara courante ga sore kelen no ga fini minelle nous manu ga fini soro doro deni doga et pas damena na ngon te ka courant soro parce que courant na choya ne a main quoi ya bo abina kata kadna kata akajuwa apparemment voilà. Face à ces désagréments, les populations appellent les autorités à trouver une solution rapide et durable afin de rétablir la stabilité du réseau et permettre la reprise normale des activités. Ces délestages interviennent par ailleurs dans un contexte de forte demande en électricité, notamment en cette période de Ramadan, où la consommation connaît traditionnellement une augmentation, témoignant davantage les difficultés déjà ressenties par les usagers. Pendant le Ramadan, justement, l'équilibre entre vie professionnelle et responsabilité familiale devient encore plus exigeant. Pour les femmes des médias, entre rythme soutenu du métier et obligations domestiques, l'organisation s'impose comme une nécessité au quotidien. C'est l'épisode 4 de la série sur le Ramadan avec Moussa Traori. Le Ramadan, mois de spiritualité et de dévotion, rime aussi avec adaptation du quotidien. Dans les différentes rédactions, le travail se poursuit presque au même rythme. Conférences de rédaction, reportages et montages s'enchaînent tout au long de la journée. Pour mieux supporter le jeûne et anticiper les tâches familiales, certaines femmes journalistes s'organisent entre collègues afin d'avancer rapidement sur leur mission et quitter le service plus tôt. Ici à Mandine TV, nous nous organisons de telle sorte que toutes les femmes rentrent plus tôt à la maison. C'est-à-dire qu'avec les coéquipiers, nous faisons les tâches plus tôt. Toutes les femmes rentrent plus tôt. Relier les tâches à la maison et au bureau, c'est pas du tout facile. Mais comme on n'a pas le choix, nous sommes au mois de Ramadan, un mois d'adoration. Donc, on fait sacrifice sur nous, donc on s'adapte. Mais une fois de retour à la maison, une autre journée commence. Préparation du repas de rupture, entretien des enfants et gestion des tâches domestiques. Quand j'arrive à la maison, je suis entre le four et le moulin. J'essaye de gérer un peu partout. Des fois, quand j'arrive même,
Je dépose mon sac, je rentre même pas dans ma chambre. Donc directement, j'appelle les bonnes. Donc nous commençons avec le boulot. C'est pas vraiment aisé d'être une femme active en même temps travailler. Je dirais que ça demande beaucoup d'encouragement. Entre fatigue et contraintes professionnelles, l'anticipation devient alors essentielle pour maintenir l'équilibre entre travail et vie familiale durant le mois sacré. Depuis le début du mois de Ramadan, j'ai essayé de faire une liste des repas que je vais préparer pendant le mois de Ramadan. Donc j'ai fait une liste de pratiquement 2 semaines. Donc j'ai fait les courses. Tout est à la maison, donc je sais, quand je descends ici vers 14h30, 15h, donc déjà que j'ai tout à la maison, je suis un peu plus allégée. Je ne vais pas tourner au marché pour être plus en retard, donc j'ai déjà tout à la maison. Certaines optent toutefois pour une organisation différente, préférant effectuer les courses quotidiennement afin de préparer les repas frais chaque soir. Moi, je ne garde pas les plats au réfrigérateur. Chaque jour que Dieu fait, je pars au marché. Je pars faire les courses. Donc le soir, des fois, s'il y a des poissons, je les lave. Peut-être les poulets, je les mets au réfrigérateur. Mais les légumes frais, chaque jour, je pars au marché. Ou bien, des fois, je peux commissionner ma bonne si je suis empêché. Elle part faire les courses à ma place. Donc le soir arrivé, on prépare. Au bureau comme à la maison, ces femmes de médias multiplient les efforts pour répondre à toutes leurs responsabilités tout en préservant l'esprit du Ramadan. Un défi quotidien relevé avec engagement, foi et détermination. Autre sujet de ce 1945, dans le cadre de l'année de l'éducation et de la culture 2026, le Mali franchit une nouvelle étape dans la structuration de son secteur culturel. Ce vendredi 27 février, acteurs institutionnels, professionnels de la culture et organisateurs de festivals se sont retrouvés au Centre international de conférences de Bamako pour valider la classification et la catégorisation des centres culturels et festivals du Mali. Djeneba Samaki. L'atelier de validation de la classification et de la catégorisation des centres culturels et festivals du Mali s'inscrit dans le processus de mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme tenus à Bamako du 9 au 11 janvier 2025. Il marque également une étape clé de l'opérationnalisation de la politique nationale de la culture, de l'artisanat et du tourisme, avec pour ambition de mieux organiser les secteurs, renforcer la gouvernance culturelle et valoriser les riches patrimoines matériels et immatériels du Mali. Les centres et les festivals sont un pilier important de l'avènement du Mali croix. En dotant le Mali d'un outil de classification et de catégorisation, nous franchissons un pas décisif dans la renaissance et dans la souveraineté culturelle assumée, mais aussi dans la structuration et dans la professionnalisation. À travers cette démarche, les autorités entendent non seulement structurer les secteurs culturels, mais aussi encourager la création artistique, renforcer la décentralisation culturelle et contribuer à la cohésion sociale. Ça permettrait en ce moment-là de donner une certaine légitimité et des moyens au centre et au festival. Ce qu'on vient d'attendre, ça va nous aider d'être visible, je peux dire, de connaître ce qu'on est en train de faire et puis de connaître le nombre de centres culturels et puis voilà, de nous aider, de labelliser et puis voilà, je pense que c'est une très bonne idée. La catégorisation permettra désormais d'adapter les mécanismes d'accompagnement, de financement et de suivi aux réalités et aux capacités de chaque centre culturel et festival. Aujourd'hui est une première étape qui est la classification et la catégorisation. La deuxième étape sera l'étape de labellisation. Il s'agit maintenant de travailler en âme et en conscience et sérieusement et de façon très intègre pour notre pays. Parce que notre survie est en cause et vous en êtes des gardiens, vous pouvez jouer un rôle très important. À l'issue des travaux, les acteurs du secteur ont validé un cadre de classification et de catégorisation des centres culturels et festivals. Un cadre appelé à servir de référence dans la mise en œuvre de la politique culturelle nationale dans le contexte de l'année de l'éducation et de la culture 2026. Au Mali, les inaugurations de vestibules dédiés aux autorités traditionnelles se multiplient à travers le pays. La plus récente a eu lieu le 25 février à Koulikoro.
Cette démarche s'inscrit dans la volonté des autorités de repositionner les légitimités coutumières au centre de la gouvernance locale et du vivre ensemble. Aminata Keita. Le vestibule est un espace de concertation, de médiation et de transmission des valeurs où se prennent les décisions engageant les communautés. Ces infrastructures se multiplient progressivement dans les régions, s'inscrivant dans une dynamique d'institutionnaliser le rôle des légitimités traditionnelles. Après la pose de la première pierre le 15 janvier 2025 par le président de la transition, ce mercredi 25 février, le Premier ministre a procédé à l'inauguration du vestibule des légitimités traditionnelles et coutumières de Koulikoro. L'objectif affiché par les autorités est de reconnaître le poids social et moral des chefs traditionnels, aujourd'hui considérés comme des acteurs importants de la stabilité, dans la prévention et la résolution des conflits. Ces vestibules-là, c'est des repères. Ces lieux sont indiqués où les uns et les autres peuvent aller pour facilement gérer des conflits, passer des messages et l'autorité pourrait donner des instructions. Et donc aussi, il faut faire en sorte qu'on ne résume pas les autorités et légitimités traditionnelles uniquement au chef de village. Faire en sorte que dans ces vestibules-là, le chef de quartier siège, mais que le chef des griots puisse y être, que le chef des forgerons puisse y être, le chef des garçons, Cameroun Kunti puisse y être, qu'on ait aussi le chef des chasseurs, etc. Que tout c'est cet ensemble-là qui constitue les légitimités. Avant Koulikoro, d'autres localités ont été concernées par la construction ou la pose de premières pierres de vestibules traditionnels. Le 14 février 2025 à Ségou, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre du vestibule des autorités et légitimités traditionnelles de la région. S'en est suivi le 12 juin 2025 celui de la région de San. Celle de San a été faite au cours de la fête traditionnelle Sankemo ou encore la région de Koutchala. A noter qu'une journée appelée Journée nationale des autorités et légitimités traditionnelles a été instituée par décret le 4 mars 2022. Cette journée est commémorée chaque 11 novembre au Mali. Actualité à l'international, la tension monte entre le Pakistan et l'Afghanistan. Frappes aériennes, accusations mutuelles et menaces de guerre ouverte. L'escalade militaire entre les deux voisins s'accélère, faisant craindre une crise aux conséquences imprévisibles dans la région. Moussa Traoré. Entre Islamabad et Kaboul, la situation sécuritaire franchit un nouveau seuil critique. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée pakistanaise a mené des frappes aériennes visant plusieurs zones en Afghanistan, notamment Kaboul, Kandahar et la province de Paktika dans le sud-est du pays. Selon les autorités pakistanaises, ces bombardements ciblaient des positions liées à la défense talibane afghane en réponse à une attaque menée la veille contre les bases militaires pakistanaises situées à la frontière entre les deux pays. Islamabad accuse régulièrement l'Afghanistan d'abriter les talibans pakistanais responsables de multiples attentats sur son territoire. De leur côté, les autorités afghanes affirment que cette attaque constitue elle-même une riposte à des frappes pakistanaises précédentes ayant causé la mort des civils. Malgré l'absence de victimes confirmées lors des dernières frappes, le ton s'est durci. Le ministre pakistanais de la Défense a même évoqué une guerre ouverte illustrant la gravité de la crise. Une escalade particulièrement inquiétante alors que le Pakistan demeure une puissance nucléaire faisant craindre une déstabilisation majeure de toute la région. Nous ouvrons donc la page sport de ce 1945. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Marie-Jo. Alors, cap sur la 14e journée de la Ligue 1 Pro. Oui, cette 14e journée a débuté ce vendredi avec deux affiches. L'US Bougouba était face à l'AS Korofina au stade Mamadou Konaté, tandis que de l'autre côté du stade Wenzin Koulibaly, le leader provisoire Binga FC recevait l'US Bougouni. Trois rencontres sont à suivre demain samedi. D'abord à 16h, le Djoliba AC affronte Afrique Football Elite au stade Mamadou Konaté. À la même heure, du côté du stade Wenzin Koulibaly, le FC Malikoura sera opposé à l'AS Bakaridjan. Et à 18h, toujours sur les mêmes installations, les 11 créateurs de Niarela ont rendez-vous avec le FC Diara. Cette 14e journée se poursuit dimanche avec un choc très attendu entre le stade malien et l'AS Real de Bamako, prévu à 16h au stade Mamadou Konaté. Enfin, lundi, toujours au stade Mamadou Konaté, l'USFAS va en découdre avec le promu Derby Academy. Et on ouvre donc la fenêtre FIFA. Le Mali affronte la Russie en mars.
Oui, c'était dans les coulisses depuis un moment. C'est désormais officiel. Les Aigles du Mali vont bel et bien affronter la Russie en match amical dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de mars. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la page officielle de la Fédération malienne de football sur Facebook. Ce match inédit, puisque c'est la toute première fois dans l'histoire que les deux nations se rencontrent, est prévu le 31 mars prochain à la Gazprom Arena Stadium de Saint-Pétersbourg à partir de 17h GMT. Nous changeons donc de discipline pour parler des éliminatoires mondiales FIBA 2027. Entrée en lice réussie pour les Aigles. Oui, pour leur première sortie dans cette fenêtre de qualification pour la Coupe du Monde FIBA 2027, les Aigles se sont imposés hier jeudi face à l'Égypte à Alexandrie sur le score de 86-77. Un succès maîtrisé pour les hommes d'Aladi Diko qui ont remporté tous les cartons, lançant ainsi parfaitement cette campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Pour sa deuxième rencontre, le Mali sera opposé demain samedi à l'Ouganda. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 18h GMT. Pour rappel, la dernière confrontation entre ces deux formations qui remonte à l'Afro Basket 2025 avait tourné à l'avantage des Aigles qui s'étaient imposés 85-72. Toutes les chances donc du côté d'un autre. Au niveau national, Super Coupe du Mali donc de basketball, les deux finales prévues ce samedi. Oui, chez les messieurs à 15h, le CRB de Tombouctou, champion du Mali en titre, affronte le stade malien de Bamako. Sur le tableau féminin, le stade malien sera aux prises avec le Djoliba AC. Les deux rencontres se dérouleront à la salle Mahaman Alassane Aïdara du stade du 26 mars de Bamako. À noter que cette Super Coupe du Mali marque donc le début officiel de la saison de basketball 2025-2026. Et on termine avec les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des champions UEFA. Oui, l'UEFA justement a effectué ce vendredi le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un tirage qui offre de belles affiches pour la suite de la compétition. Le Paris Saint-Germain, champion en titre, sera opposé à Chelsea. Galatasaray, de son côté, affronte Liverpool. Grande retrouvaille entre le Real Madrid et Manchester City, alors que le Bayern Munich a hérité de l'Atlanta Bergame. L'autre club de Madrid, l'Atlético, sera face aux Anglais de Tottenham. Newcastle retrouve le FC Barcelone, tandis que la grande sensation de cette Ligue des Champions, le club norvégien Bodo Glimt, va se mesurer au Sporting Portugal. Enfin, le Bayer Leverkusen sera face à Arsenal, qui a terminé premier de la phase de Ligue avec 8 victoires en autant de rencontres. À noter que les matchs allés de ces huitièmes de finale se joueront les 10 et 11 mars prochains, tandis que les matchs retour sont prévus pour les 17 et 18 mars. Merci beaucoup, amis sportifs. Je vous en prie. Bon week-end à vous. Merci. Voilà, c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à vous également.